Donc bonjour, Charles Nicole, je suis inspectrice des sites à la DREAL des Pays de la Loire. On a traversé la frontière pour venir jusqu'à la Bretagne. Ouais, je sais, je lance le sujet tout de suite sur Nantes et la Bretagne, mais je vais vous parler du Marais Poitevin tout d'abord. Donc c'est moi qui vais introduire la présentation qu'on va faire à deux voix avec Sandrine Guilleneuf sur la question du renouvellement des arbres dans le Marais Poitevin. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un peu le contexte général dans lequel on travaille et les enjeux auxquels on doit faire face à l'heure actuelle pour le renouvellement de la trame arborée. Donc le Marais Poitevin, en fait, brièvement, c'est la seconde zone humide de France. C'est le premier marais boisé de la côte atlantique. Donc on est confiné en fait entre le massif armoricain au nord et le bassin aquitain. Et on est, en fait, vous voyez sur la cartographie, sur une vaste dépression d'environ 90 000 hectares. Donc il faut bien s'imaginer que sur ce secteur-là, il y a 10 000 ans, on était en fait dans le golfe des Pictons. Donc au fur et à mesure, en fait, la mer s'est retirée et nous donne en fait ce territoire en héritage qui est fait d'un labyrinthe d'eau parsemé d'îlots calcaires en fait, sur lequel se sont développés les villes et villages du Marais. Donc le Marais, c'est une architecture, je dirais au niveau hydraulique, qui est singulière. Il est traversé par la Sèvre niortaise et est parsemé en fait par un système hydraulique d'environ 8200 km de voies d'eau. Donc c'est tout un ensemble de jeux, d'ouvrages, de maîtrise d'eau qui vont permettre en fait la mise en culture et puis le développement des villes et villages au sein de ce territoire. Donc vous voyez ici quelques images. Donc sur le bas du diaporama, sur quelques voies d'eau en fait du Marais et les ouvriers qui travaillent en fait à l'entretien de ces voies, comme vous pouvez le voir sur la photographie de droite. Le Marais, c'est une histoire millénaire. Donc c'est une histoire qui est née au Moyen-Âge notamment, même si on sait que ces territoires ont été déjà aménagés à la période antique. Donc au Moyen-Âge, c'est le développement avec les moines qui vont commencer en fait notamment autour de l'abbaye de Maizet, donc que vous voyez en haut de la diaporama, qui vont commencer en fait à aménager le site. Donc c'est tout un ensemble de terres qui vont commencer à être cultivées, de voies d'eau qui vont commencer à être creusées, aménagées pour endiguer un peu endiguer le Marais. Donc vous le voyez ici, c'est une architecture assez spécifique qui a pu se développer. Donc là, si vous voyez sur cette image, typiquement, on a une rue autour de laquelle, en fait, qui est légèrement surélevée, autour de laquelle s'est développées les maisons. Et puis derrière, vous avez le Marais mouillé qui va s'étendre. Donc c'est relativement singulier. Et ce qui va surtout, en fait, caractériser ce paysage de Marais, ça va être cette alternance de prairies avec son pourtour d'arbres, donc notamment les arbres têtards, avec un double alignement qui va être caractérisé par l'arbre têtard et le peuplier, qui va faire en fait la singularité de ce paysage naturel. Donc c'est un paysage qui est riche au niveau patrimonial, riche au niveau historique, riche également en termes de biodiversité, et ce qui fait que ce territoire va être protégé par tout un ensemble d'outils, donc notamment sur la préservation de la biodiversité, mais également sur la question patrimoniale avec les protections des monuments historiques, et également avec, donc je vais revenir dessus un peu plus particulièrement, sur la question des sites inscrits et sites classés. Donc vous voyez, avec j'essaie d'aller vite, mais c'est quand même un territoire de vie qui est relativement immense, qui s'étend sur 3 départements, entre La Rochelle et Niort. C'est un ensemble d'acteurs qui vont devoir travailler ensemble. Donc aujourd'hui, vous avez Sandrine Guilleneuf à mes côtés qui travaille pour le parc. Vous avez l'ensemble des collectivités locales, bien entendu, également les syndicats qui vont gérer les voies d'eau, les agriculteurs, nous, services de l'État. Et c'est cet ensemble d'acteurs-là qui travaillent aujourd'hui à la préservation de la trame arborée et de la trame hydraulique. Au cœur de cet espace assez vaste, que je vous ai présenté brièvement, s'étend le site classé du Marais mouillé Poitevin. Le site classé, c'est une servitude d'utilité publique. On a évoqué Monsieur Donadieu tout à l'heure a évoqué les questions de patrimonialisation et de préservation de certains paysages spécifiques. Le site classé fait partie en fait de ces paysages qui sont protégés en fait au nom de l'intérêt général. La loi de 1906, donc renforcée par la loi de 1930, inventorie l'ensemble des sites et monuments naturels qui, au nom de l'intérêt général,
en fait, jouissent d'une protection singulière par les services de l'État en tant que servitude d'utilité publique. Donc le site a été classé en 2003 sur un périmètre d'environ 18 000 hectares. Donc on est quand même sur un des plus grands sites classés des Pays de la Loire. Il va s'étendre sur 3 départements et sur 23 communes. C'est le cœur patrimonial en fait du Marais Poitevin. C'est la zone principalement, en fait, le site va être sur la zone inondable, avec sur les pourtours quelques espaces qui font partie de ce que nous on va appeler le marais desséché. C'est le marais, en fait, c'est la zone qui n'est pas inondée et qui va créer, en fait, je dirais, une zone de frange qui entoure la zone couverte par le marais bocager que vous connaissez et qu'on voit ici en image. La gestion, je dirais la gestion remarquable, parce qu'en fait c'est la raison pour laquelle on attribue un label de cet espace naturel, a valu en fait la reconnaissance nationale par l'attribution du label Grand Site de France en 2010 au Marais Poitevin, donc qui a été renouvelé en 2018. Donc en Bretagne, vous avez 3 grands sites, à la Pointe du Raz, à Erquy et puis sur Quiberon. Donc c'est des protections, des reconnaissances que vous connaissez déjà par chez vous. Donc un paysage unique, j'évoquais le terme d'intérêt général, effectivement. Le sens qu'on donne à cette protection, c'est de dire que ce paysage, qui est le fruit, en fait, c'est un paysage artificiel, hein, qui est le fruit du travail de l'homme sur des centaines d'années, de travailler avec ce milieu, de l'entretenir, de le rendre spécifique, donc par la plantation notamment. Ici, en fait, on n'a quasiment qu'une seule essence, c'est le frêne qui est taillé en tétard. Donc la taille en tétard, hein, c'est la coupe de tous les rejets de manière assez régulière de l'arbre, donc tous les 8 à 10 ans ici dans le Marais, donc qui va permettre de former une tête singulière et qui donne en fait ce profil assez remarquable aux arbres. Donc c'est une concentration de 400 000 frênes tétard à peu près dans le site. Et cette concentration-là, elle est unique en France, quasiment unique en Europe. Et c'est en ce sens que les pouvoirs publics, avec les acteurs locaux, travaillent ensemble pour préserver la singularité et les caractéristiques de ce site. J'ai entendu les discussions cet après-midi sur la question de la patrimonialisation, du fait qu'il fallait lui donner du sens, qu'on devait éviter à tout prix la mise sous cloche de ce territoire. Vous voyez, en fait, avec la cartographie que je vous ai montrée, on est quand même sur un territoire vaste. C'est un territoire de vie. On a à peu près 200 000 habitants qui vivent sur l'ensemble du PNR, mais sur le site classé, on a quand même de nombreux villages, on a de nombreuses exploitations agricoles. C'est un paysage qui vit, où les gens travaillent. Donc on a une activité spécifique, vous voyez ici l'activité d'élevage avec ces paysages agricoles. Les acteurs locaux travaillent ainsi au soutien de ces activités avec la restauration de prairies, avec l'entretien des voies d'eau notamment. C'est aussi la mise en valeur d'un paysage spécifique avec la valorisation du paysage bâti et de tout le lien en fait du petit patrimoine lié à l'eau. Donc il y a eu des grandes opérations et à partir de la fin des années 90 avec les grands travaux présidentiels pour restaurer l'ensemble des ports dans le Marais Poitevin. Donc il y a eu un investissement conséquent aussi pour travailler sur ce paysage bâti. Et bien sûr, le pendant de cette spécificité, c'est que ce territoire va attirer donc un flux de touristes qui est quand même assez conséquent. Et ce qui va entraîner donc, pour les acteurs locaux et aussi pour les services de l'État, la nécessité en fait de gérer ces nouveaux flux et comment les maîtriser de manière responsable et raisonnable au sein du site. Donc voilà, vous avez en gros un tableau assez rapide de tous les principaux enjeux du Marais mouillé. Je vais laisser la parole à Sandrine à présent pour vous expliquer un peu notre travail spécifique sur la question du renouvellement de la trame arborée, car c'est vraiment un des moteurs, en fait, une des principales caractéristiques qui a motivé en fait la protection de ce site et qui fait l'objet aujourd'hui de notre regard, de l'intérêt notamment des services de l'État et de tous les habitants et acteurs du Marais mouillé, parce que au-delà de l'aspect, je dirais, naturaliste, de l'arbre, de la présence de l'arbre dans le Marais, c'est aussi un symbole
Culturellement, c'est un arbre qui existe depuis plusieurs centaines d'années dans le Marais. Il était utilisé pour le bois de chauffage, il y a un vrai usage économique derrière, et c'est l'arbre, je dirais, qui représente ce territoire auquel les gens sont attachés. Et c'est ça aussi, je dirais que ça va être mon dernier mot, c'est ça qui est intéressant dans ce travail par rapport à la question de l'arbre, c'est que ça a permis de mettre autour de la table vraiment tout un panel d'acteurs assez diversifiés, même des plus réticents à discuter avec les services de l'État, même ceux-là sont venus avec nous pour discuter. C'est vrai, c'est un bon vecteur en fait de pouvoir discuter de l'arbre parce que l'arbre il nous accompagne tout au long de notre vie, c'est un paysage hérité et qu'on va laisser derrière nous. Et derrière, ça nous permet de parler aussi plus globalement de ce qu'on souhaite en termes d'aménagement du territoire. Et ça a été un bon lien pour reparler, je dirais de manière un peu plus globale, de ce qu'on attendait en fait du paysage du Marais Poitevin pour les années à venir. Donc Sandrine Guéneuf, moi je représente le parc naturel régional, non pas du Morbihan, vous l'avez compris, mais du Marais Poitevin. On intervient pour le compte de 90 communes, 3 départements de région, pour valoriser et préserver ce magnifique territoire. Et j'ai en particulier la charge du suivi du grand site de France. C'est pour ça qu'on est là toutes les deux, à la fois pour le côté État sur l'accompagnement et le cadre réglementaire qui permet d'avancer dans de bonnes conditions, et puis aussi sur les représentants des communes, des territoires, des collectivités à travers du parc qui agissent au quotidien pour accompagner ce développement. Donc vous l'avez compris, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a comme vous un défi à relever qui est de taille, c'est le cas de le dire pour les frênes têtards, c'est anticiper le renouvellement de ce paysage emblématique hérité du 19e siècle et quelque part, en toute humilité, parce que c'est pas simple de se dire il faut se projeter sur le paysage du 22e siècle et ce qu'on va justement engager pour le laisser aux générations futures. En fait, cette question, on se l'est posée déjà il y a à peu près 4 ans, puisque notre rame arborée, on vous l'a expliqué, elle date du 19e siècle, et les frênes ont une durée de vie de 150, certains 200 ans. Et déjà, en fait, on constate une forme de vieillissement il y a 3-4 ans, avec des arbres qui tombent un peu dans les voies d'eau, certains qui dépérissent, des alignements un peu discontinus. Donc on avait, nous, commencé à engager des programmes de replantation, mais on replantait du frêne, on a toujours du frêne, le frêne c'est fantastique, ça pousse comme de rien, ça avait plein d'usages, bois de chauffage, maintien des berges à l'occasion, voilà, très bien. Et puis tout d'un coup arrive l'information des collègues de l'INRA, des chercheurs, CRPF, parce qu'on n'est que sur un régime foncier de propriété, 99% des terrains sont privés, donc des systèmes d'alerte nous disant attention, la calarose du frêne, donc c'est un champignon, enfin une maladie qui est déclenchée par un champignon, se propage, c'est la petite carte que vous avez en bas à gauche, arrivant donc de l'Est de l'Europe, et se propage en France. Donc déjà l'Est, le Nord sont attaqués, donc on se dit mince, alors peut-être comme on est sur un paysage de frêne très spécifique, les pieds dans l'eau, avec des alignements, on va échapper peut-être à la calarose, pas du tout, puisqu'en fait elle est bien arrivée depuis. Mais avant même qu'elle soit détectée dans le Marais, on s'est dit il faut vraiment, avec les services de l'État et les communes, les agriculteurs, les propriétaires, le monde du tourisme, enfin tous ceux qui vivent sur ce territoire, il faut quand même qu'on anticipe ce phénomène de vieillissement de la trame arborée et l'arrivée de la calarose. Donc les premiers symptômes sont apparus. En 2016, on avait déjà enclenché la dynamique du plan de paysage dont on va vous parler. Donc vous voyez les symptômes sur la photo centrale. Donc c'est déjà un dépérissement assez visible des feuilles, une nécrose qui apparaît sur les branches et le tronc. Et puis à moyen terme, la mortalité par affaiblissement d'une certaine façon des arbres et à terme un impact visuel très fort. Alors ça ne tombe pas du jour au lendemain. Mais malgré tout, on sait que l'échéance, à long terme, sera une disparition de notre espèce dominante, puisque c'est quasiment la principale, en tout cas avec la forme d'arbre têtard. Et donc des études, puisqu'on a bien sûr un réseau avec l'INRA, les chercheurs, etc., nous disent qu'il y a très peu de résistance. Donc il faut quand même qu'on se mette en ordre de marche pour trouver des solutions et agir.
Donc l'idée c'était, un peu comme ce que vous faites, de se dire il faut qu'on anticipe collectivement ce paysage de demain, d'autant que le foncier, comme je vous disais, est privé, morcelé, on a des toutes petites parcelles. Certains propriétaires, ce sont des héritages, n'ont pas forcément conscience qu'ils ont des terrains dans le cœur du Marais. On a plein de situations différentes en fonction, on parlait tout à l'heure des sols, on a des sols tourbeux, argileux, on a des secteurs de coteaux, on a aussi des secteurs de lisière, il y a plein d'usages différents, de l'élevage, des végétations spontanées par endroits, des secteurs un peu plus à l'abandon, des secteurs très touristiques qui ont une forte image et puis une économie. Donc on a essayé de balayer en fait toutes ces diversités et de mettre en place ce qu'on a appelé des ateliers sur le terrain, à l'appui donc d'un collectif d'études qui nous a accompagnés avec des paysagistes, des photographes, des agronomes, des botanistes, et on est allé pendant 1 an sur le terrain avec les propriétaires, les exploitants, les maires, enfin tous ceux qui voulaient bien participer, voir au cas par cas, en fonction des différentes typologies de situation, ce qu'on avait sous les yeux, quels étaient les usages et comment ça pouvait évoluer à terme. Il ressort de ça un plan d'action avec déjà quelque chose d'assez consensuel. Et c'est vrai que, disait Charline, souvent les éléments déclencheurs un peu ou de catastrophe ou de tempête, on a aussi des tempêtes, là la Calarose, et l'arbre, c'est l'occasion, ça a été l'occasion de nous réunir et de se dire il faut qu'on avance ensemble malgré parfois des divergences de vues qui peuvent apparaître comme sur tous les territoires. Là, tout le monde, et ça c'était assez consensuel, a envie de se dire il faut faire quelque chose. Et finalement, si on n'a plus nos frênes, l'arbre tétard, c'est quelque chose d'important pour nous. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, la nature va faire son œuvre, et puis les arbres tétards vont disparaître, il y aura peut-être de la roselière, il y aura peut-être d'autres types de boisements. Là, les différents participants ont dit non, il faut quand même qu'on prenne ce sujet au sérieux et qu'on agisse, et qu'on retrouve, qu'on recrée petit à petit les alignements d'arbres tétards de demain. Donc on a sur déjà ces éléments de consensus 3 types d'actions. Déjà un suivi scientifique pour voir comment la maladie va évoluer chez nous, avec différents partenaires. Beaucoup de réunions d'information, où là on produit différents outils pour expliquer en fait aux habitants ce qui se passe et comment chacun peut agir sans catastrophisme, parce qu'il ne s'agit pas d'abattre les frênes en préventif, ça ne sert à rien et nos frênes sont protégés, mais du coup c'est important de bien expliquer les bons gestes. Et puis on engage tout de suite, on n'attend pas que tous les frênes disparaissent, on engage tout de suite un programme de plantation à l'appui d'un dispositif assez volontariste qu'on propose à tous les propriétaires, à tous les habitants. Le choix des essences, vous avez beaucoup parlé d'essences aujourd'hui, c'est bien normal. Il a été aussi au cœur de nos discussions, en se disant il faut donc qu'on trouve des arbres qui puissent supporter la taille en tétard, donc quelque part avoir des capacités de bois de chauffage, c'est pas du décor, il faut qu'il y ait quand même un usage et un intérêt pour les habitants à replanter. Il faut également qu'ils puissent supporter l'inondation, les pieds dans l'eau, les terrains argileux ou tourbeux. Et puis qu'il y ait une forme de diversité pour ne pas subir à nouveau la catastrophe qu'on va connaître, puisqu'on a vécu une naissance, une maladie, et donc tout un paysage qui est remis en cause. C'est un peu le cas aussi du canal du Midi avec le platane, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc l'importance vraiment d'avoir une robustesse de notre âme arborée par la diversification. Le choix des essences s'est porté sur des essences qu'on avait déjà dans le Marais, mais pas forcément taillées en tétard. Et puis de se dire qu'il faut aussi laisser la possibilité à chacun, dans un cadre tout de même, mais de planter plutôt un aliment de chêne pédonculé, ou de peuplier noir, ou d'orme, ou de saule, ou d'érable, ou de charme, en fonction des situations et des envies des uns et des autres. Donc le principe, vous l'avez sur ce document, il y en a d'ailleurs si vous voulez repartir avec, c'est aussi d'expliquer qu'en fonction de là où on se situe, parce qu'il y a quand même une diversité de paysages à l'intérieur même du Marais mouillé, comme vous avez vous une diversité de paysages sur le porture du Golfe, c'est vraiment en fonction de chaque situation, proposer les essences les plus adaptées. L'abattage reste bien sûr exceptionnel, comme je vous le disais, et c'est toujours soumis à autorisation, et souvent assorti de replantation. Et si un frêne menace de tomber, on a mis en place une cellule où on explique ce qu'il faut faire et qui contacter. Pour vraiment être incitatif,
on a mis en place un appel à projet. On finance en fait à 100% les plantations, le suivi la première année. On monte les dossiers de demande d'autorisation pour les propriétaires. En fait, on est maître d'ouvrage pour le compte des propriétaires. On va jusqu'à financer aussi la mise en œuvre qu'on confie à des chantiers d'insertion. Et on assure l'entretien toute la première année. En contrepartie, on demande aux propriétaires de signer une convention au travers de laquelle ils s'engagent à entretenir, donc à émonder, alors dans 8 ans, hein, bien sûr, c'est pas la première année, les frênes, et à participer à une formation qu'on met en place pour apprendre les gestes de sécurité et puis de bonne santé ensuite de là pour les conduire en tétard. On a beaucoup d'actions de sensibilisation et c'est vrai que là on voit à quel point l'arbre a une forte valeur affective et positive, surtout actuellement on parle beaucoup du réchauffement climatique et on voit à quel point, y compris dans les écoles, ça intéresse. On a d'ailleurs signé une convention avec l'Éducation nationale, donc sur les 2 académies, puisqu'on est à cheval aussi sur Nouvelle-Aquitaine. Et on a un appel à projet avec les écoles. On essaie en fait de dérouler tout un programme sur l'arbre et le climat d'une manière générale. Et en fait, à chaque fois qu'on plante, on associe les écoles. Donc ça a créé un vrai projet, une vraie dynamique de territoire, au-delà du simple geste de planter. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis, on essaie de faire comprendre aux gens à quoi ça peut ressembler, avec ou sans d'ailleurs, les futurs arbres, pour qu'ils puissent, parce que c'est pas évident en fait, de s'imaginer à 20 ans, à 50 ans, comment ce paysage il va pouvoir devenir. Et donc ces images prospectives qu'on a confiées à un illustrateur nous servent de support, à la fois dans nos réunions ou avec les scolaires, pour se dire voilà le paysage qu'on a aujourd'hui. Dans 5 à 10 ans, voilà ce qu'on imagine, avec à gauche, vous voyez les arbres têtards déjà très affaiblis, les premières replantations, donc une ouverture hein, nécessairement au départ, et puis déjà dans 20 ans, les premiers arbres, avec, on l'a dit aussi tout à l'heure, des croissances différentes, donc plus ou moins rapides, mais un effet qui va commencer à être intéressant. Ce qu'on voulait vous dire, c'était un message d'espoir quand même. C'est que seulement en 3 ans, on a déjà réussi à replanter 15 km d'alignement, grâce donc à la volonté des 60 premiers habitants qu'on a accompagnés, et grâce bien sûr aux services de l'État qui nous accompagnent dans l'instruction des dossiers, dans leur financement. Il y a aussi les départements, les régions et des mécènes, parce que ça intéresse hein, cette question de l'arbre. On est aidé notamment par les CAF, les caisses d'allocation familiale. Ça peut paraître étonnant, mais pour elles, c'est un sujet de sensibiliser aussi les enfants à ces questions-là. Et puis la Fondation du patrimoine. Donc on a à peu près 2600 arbres déjà plantés, et on en attend enfin, tous les ans à peu près autant. On essaie aussi, donc, toujours pour motiver les habitants à comprendre, à s'approprier l'enjeu et à participer. Chacun peut le faire à son échelle. On a mis en place un observatoire du paysage avec 33 points de vue, puisque comme je vous expliquais, c'est quand même un territoire qui est grand, avec des paysages assez différents, plus ou moins intimistes en fonction de l'endroit où on se situe. Et finalement, cet observatoire, c'est aussi un prétexte pour que les habitants, et notamment les nouveaux habitants, découvrent, s'approprient et participent à cette dynamique. Et puis, on a beaucoup parlé aussi tout à l'heure de l'origine des végétaux. On travaille sur une filière végétale locale, c'est-à-dire qu'on essaie le plus possible de récolter des graines du marais qu'on va pouvoir retrouver. Voilà, on met aussi en place toute une action là-dessus qui est très fédératrice. On a beaucoup d'habitants qui participent. Ensuite, on travaille avec les centres horticoles, notamment à La Rochelle, qui font grandir les plants, on les met en pépinière localement, et puis ça se déploie. Donc ça permet aussi de travailler avec les acteurs de la filière sur des végétaux d'origine locale. Et là, c'est aussi quelque chose de dynamique et de très positif. Donc pour conclure, bien sûr, vous avez vu, l'enjeu, il est énorme. Il y a 400 000 frênes, alors on n'a pas la prétention de dire qu'on va replanter 400 000 arbres têtards dans les 10 ans. Surtout, c'est l'effet levier qui nous intéresse, le fait que tout le monde s'approprie ce sujet-là, et puis de donner au moins les premières années
les outils techniques, financiers, réglementaires, humains pour engager la dynamique. Ce qui est vraiment très intéressant de notre point de vue, c'est à quel point ce paysage, ça génère de la transversalité. On parle de climat, d'élevage, on sensibilise les enfants, il y a des notions de biodiversité, de trame verte et bleue, on parle également d'observatoires photo, il y a une dimension participative qui est très fédératrice et qui nous motive particulièrement. Et puis bien sûr, tout ça, c'est lié à des moyens, vous avez compris. Il y en a beaucoup de partenaires et de financements. Ce qu'on trouvait intéressant aussi de vous transmettre comme message aujourd'hui, c'est qu'au moins cette action-là, elle a permis de donner du sens et de mobiliser tous les partenaires à différentes échelles, de l'habitant à l'association, à l'agriculteur, au maire, en passant par les départements, les régions, et puis d'autres partenaires et bien sûr l'État, pour se dire voilà la trajectoire qu'on souhaite donner et essayons de travailler tous ensemble pour atteindre cet objectif. Voilà, merci. Il y a des questions sur ce schéma qui fait envie, ça impressionne. Bonjour, Valentin Météro, Office national des forêts et maraîchère né à Mauzé-sur-le-Mignon. Question très simple, vous ne parlez pas du tout de l'aulne dans votre présentation, pourquoi ? Alors l'aulne glutineux, il fait partie des essences qu'on propose quand même, mais pas en alignement. En fait, on a retenu 6 essences pour reconstituer des alignements. L'aulne est aussi attaqué par le Phytophthora. Il y a aussi la graphiose de l'orme. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets d'arbres qui sont avec des pathologies où on avait pas envie en fait d'en faire l'essence leader. Mais l'aulne fait quand même partie des essences possibles, mais pas en alignement, plutôt ponctuellement. Oui, donc Jean-Bernard Fiat, ONF, maintenant je pense que vous me connaissez. Alors c'est pas une question, c'est une information, petite alerte on va dire, à l'attention des personnes du Golfe. Donc on a vu là, sur le Marais Poitevin, donc tout était très axé sur une essence, le frêne. Il arrive la Calarose, et qui risque de tout décimer, enfin c'est un peu ce qui est attendu actuellement. Et puis, dans le Golfe, tout à l'heure, quand on a vu un peu les affiches d'illustrateurs sur le Golfe du Morbihan, systématiquement, il y avait du pain maritime. Même maintenant, les étudiants qui ont travaillé ces dernières années sur des affiches ont mis du pain maritime. Alors, pour information, puisqu'on parle de maladie, il faut aider à une naissance. Donc, il y a une maladie qui s'appelle le nématode, c'est un insecte, qui attaque le pain maritime. Et c'est assez efficace, enfin on va dire qu'il est assez efficace dans son action. Il est parti du Portugal et il remonte tranquillement. Actuellement il est en Espagne et il n'a pas encore franchi la frontière, mais nos collègues aquitains sont extrêmement inquiets. Et a priori pour l'instant, il n'y a pas de remède trouvé, pour l'instant. Il y a de la recherche qui se fait dessus, mais voilà, juste pour information, peut-être à prendre en compte. Ce qui veut dire, attention dans vos choix, de ne peut-être pas trop miser sur une seule essence, même si elle est symbolique. Pour compléter vos propos, c'est vrai que pour nous, quand on a appris l'arrivée de la Calarose, ça a été quand même un choc pour l'ensemble des gestionnaires, parce qu'on avait bien conscience de la singularité d'avoir cette essence emblème, le frêne tétard. C'était vraiment la représentation du Marais Poitevin, mais c'est aussi une grande source de fragilité. Et je dirais qu'on va essayer aussi de s'appuyer sur cette phase un peu douloureuse de transition avec l'arrivée de la Calarose pour renforcer la trame arborée en diversifiant au maximum les essences qu'on plante aujourd'hui dans le Marais. Et je dirais que c'est ça l'intérêt aussi de la cohérence d'action qu'on a pu mettre en place entre les différents acteurs. C'est qu'aujourd'hui on passe un message unique sur l'ensemble du Marais, en donnant des conseils en fait sur le type d'essence qu'on peut implanter localement, et puis aussi en rappelant bien, c'est vrai que vous l'évoquiez, nous on pense que la maladie quand même va avoir des effets vraiment très durs sur le paysage du Marais mouillé qu'on connaît aujourd'hui, et ça nous permet aussi d'avoir un message cohérent, diversifiant les essences et ne plantons plus de frênes, parce qu'aujourd'hui on sait que les plus jeunes sont les plus sensibles à la maladie, donc c'est cette cohérence là qu'on recherche. Je
pose une question, j'arrive. Le plan de paysage est terminé, mais vous avez créé un groupe avec l'ensemble des partenaires qui se maintient, et vous avez un COPIL, le COTEC, enfin vous voyez régulièrement, et du coup c'est... Alors on avait déjà des réunions très régulières en tant que parc naturel régional avec de surcroît un site classé un grand site de France. Donc en fait on se voit quasiment au quotidien avec les principaux acteurs, on va dire, de la gouvernance et du paysage. Après on a effectivement des réunions un peu plus ouvertes avec beaucoup de monde, tous les maires, tous les habitants, les agriculteurs, les représentants des différents syndicats par exemple, au moins 2 ou 3 fois par an. Et puis surtout c'est un travail quotidien puisqu'on est tous les jours sur le terrain avec les propriétaires, les syndicats des propriétaires, le CRPF, l'INRA, les inspecteurs des sites et j'en passe. Donc effectivement il y a quelques temps très formels où on rencontre, où on explique. Il y a le site internet aussi, n'hésitez pas à aller voir, où on a toute une page sur Calarose, replantation, que faire, tout un tas de réunions, quasiment tout le mois de décembre, janvier, février, mars on plante, donc on est sur le terrain avec les écoles, voilà. Donc c'est vraiment en fait devenu un sujet du quotidien, avec des temps plus ou moins formels, et puis d'autres plus simples où on est sur le terrain. Oui, toujours sur les questions sanitaires, je vois que vous avez prévu de mettre de l'orme champêtre, donc j'ai vu dans la plaquette que c'était des cultivars résistants. Quelles proportions vous comptez utiliser et comment, quelles sont les perspectives de réussite, on va dire? On a déjà un tout petit peu de recul sur les essences qu'on a plantées. Pour l'instant, on a surtout planté du chêne pédonculé, du peuplier noir, et effectivement, l'orme est très demandé par les habitants. Donc, on va dire que c'est plutôt le chêne et peuplier noir, et l'érable champêtre plus sur les pourtours. Sur l'orme résistant, c'est difficile aujourd'hui de dire on va mettre 50% telle essence. En fait, on s'adapte vraiment aux situations, c'est du cas par cas, puisqu'il y a des essences qui ne vont pas bien se comporter selon les terrains. Et comme on est sur la base du volontariat, si on a plutôt des habitants des secteurs de pourtour, on va pas mettre de peuplier noir, mais on va plutôt mettre autre chose, vous voyez. Donc pour l'instant, c'est encore récent, ça fait que 2-3 ans qu'on plante. On a du mal à vous dire s'il y aura des proportions ou pas. L'essence qui plaît davantage, on va dire, qu'on essaie de soutenir, ça serait plutôt le chêne pédonculé. Voilà, il pousse lentement, mais on se dit que ça peut être quelque chose de bien. Le peuplier noir aussi, qui est beaucoup utilisé sur les fleuves, sur les cours d'eau, qu'on avait autrefois dans le Marais pour les charpentes aussi, qui revient. Et l'orme, on va dire comme dans une moindre mesure. Juste la question du fournisseur, il est précisé pépinière forestière spécialisée. Oui. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je crois qu'on travaille. Alors, pour le peuplier noir, c'est avec la Guémené, Pinfo. Mais pour l'orme, parce que le CMAgref avait fait un travail de recherche sur la résilience des ormes. Oui. Est-ce que vous êtes en relation avec? Oui, tout à fait. Ouais. Avec l'IRSTEA, il y a tout puis on a beaucoup aussi travaillé avec Prom-Hay, le CREN, le Conservatoire régional des espaces naturels. Donc, pour être vigilant. Tout à fait. Oui, j'avais une question sur les conventions. Vous avez parlé des conventions avec les propriétaires. Est-ce que vous avez des conventions particulières avec les agriculteurs sur la gestion des parcelles, la gestion des modes d'élevage, la gestion des haies? Oui, alors on a des conventions tripartites quand il y a un exploitant qui n'est pas lui-même le propriétaire. Il n'y a pas de difficulté. En fait, ça fait déjà 20 ans qu'on restaure des espaces en prairie naturelle pour les agriculteurs, les éleveurs. On a fait revenir d'ailleurs les éleveurs dans le cœur du site, où après la tempête de 99, on avait restauré tous les terrains malmenés par la tempête en essayant avec chaque propriétaire d'installer, c'était la condition, un éleveur. Donc là encore, c'est sur la base du volontariat. Ils s'engagent aussi à entretenir les arbres qu'on plante. En fait, ça dépend du mode de fonctionnement qu'ils ont avec le propriétaire. Ce qu'on fait quand on plante sur des parcelles avec des animaux, ce sont des vaches maraîchines, nous, c'est qu'on va mettre une clôture quand même, pour éviter que les végétaux soient trop dégradés trop vite. Donc on prend en charge la clôture dans ces cas-là, et toutes les protections.
merci beaucoup, on va vous libérer parce que vous avez... Merci, et on espère vous accueillir dans le Marais Poitevin pour voir l'évolution de nos paysages. Merci beaucoup. Pourquoi pas, si vous en faites la demande, faire un voyage d'études groupé pour aller voir in situ, ce serait une bonne idée. Merci beaucoup et bon chemin retour.